Alors, avant de commencer cet épisode et de vous parler d'un jeu qui compte beaucoup pour moi, j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai failli ne jamais y jouer. Je ne suis pas un très bon joueur de jeux vidéo. Alors oui, j'ai certainement fini une bonne petite tripotée de titres dans ma vie, mais je ne me considère pas comme étant quelqu'un de très performant. J'ai des mains un peu nulles, mes yeux sont fragiles, ne me permettent pas de tenir sur de longues sessions de jeu, et niveau mémoire musculaire, je suis globalement une grosse quiche. Du coup, depuis maintenant quelques années, j'évite soigneusement tout ce qui est un tant soit peu compétitif et tous ces jeux qui feraient de la difficulté une finalité. Alors forcément, quand j'ai commencé à me renseigner sur Bloodborne, après avoir été intrigué par son univers poisseux, je n'ai pas eu besoin de creuser longtemps pour me convaincre que ce jeu ne serait pas pour moi. Un jeu dans lequel il faudrait guide good si on ne veut pas enchaîner les morts à répétition, où chaque exécution devrait être millimétrée au poil de cul et où la moindre erreur te ferait perdre ta progression, non merci, très peu pour moi. Et si quelque chose titillait tout de même ma curiosité dans ces joutes sanglantes, j'avais pris la sage décision de ne pas l'acheter et de m'éviter une humiliation couplée d'une perte de quelques euros et d'un aller-retour à la Fnac pour rendre la mauvaise cam à ses dealers. Mais c'était sans compter sur le fait d'expliquer tout ce que je viens de vous dire à ma chère et tendre qui, dans un élan de curiosité et probablement d'un peu de sadisme, prit la liberté de m'offrir le jeu de From Software. Et la suite va vous étonner, bienvenue dans GND. Ah, ça y est, 3ème saison, on saute déjà au clickbait, bravo. Bloodborne est donc un jeu sorti en 2015 sur PS4, édité par Sony, développé par From Software et co-développé avec le Japan Studio de Sony Interactive Entertainment. C'est aussi le 5e jeu de Hidetaka Miyazaki en tant que director, après Armored Core 4, Armored Core Forencer, Demon's Souls et évidemment Dark Souls. D'ailleurs pour la petite anecdote, après le semi-échec commercial de Demon's Souls qui était aussi une exclue Sony, ces derniers ne voulaient plus allonger la monnaie. From Software dut donc trouver un autre éditeur pour financer la suite, et comme ils n'avaient plus les droits sur Demon's Souls, c'est devenu Dark Souls. Mais après le succès de ce titre-là, Shuhei Yoshida, le boss de Sony Interactive, est revenu vers From Software pour se retenter au final une petite exclue. Une requête à laquelle Miyazaki a donc accédé, mais en même temps on le comprend, comment résister à cette petite bouille d'amour, je vous le demande. Alors je ne vais pas m'amuser à vous dresser le pitch de Bloodborne parce que déjà, la flemme, mais aussi parce qu'essayer de résumer l'histoire concrète du jeu en moins de 2 paragraphes me semble être une prouesse bien au-delà de ma petite capacité de synthèse. En bref, on incarne un Kidam qui va devenir un chasseur en s'habillant comme dans le Pacte des Loups et en errant dans les rues et les environs de Yharnam, une cité où il y a visiblement plus de cathédrales que de boulangeries. Ce qui nous donne déjà une assez bonne idée de la santé économique et sociale du patelin. Il s'agira donc de s'enfoncer dans un cauchemar qui part de la bonne vieille histoire de loup-garou pour se terminer dans les méandres de l'horreur Lovecraftien et de zigouiller du poilu, du crasseux et du tentacule comme si c'était le seul et unique sens de votre vie. Yoshida ayant demandé à Miyazaki de faire ce qu'il sait faire de mieux, Bloodborne transpire évidemment le Dark Souls par tous les pores. Ce que je ne savais pas à l'époque puisque je ne connaissais pas la série. On tourne autour des ennemis, on ouvre des raccourcis, on bat des boss qui gueulent comme des putois, on découvre l'univers en lisant des descriptions d'objets, on allume des trucs, etc. Mais au-delà des très nombreuses similitudes avec son grand cousin, Bloodborne assoit sa propre personnalité d'abord par son univers gothique, mais aussi par quelques petits changements de game design qui en font un jeu beaucoup plus porté sur l'offensive et le combat rapproché. D'abord, la fameuse mécanique qui permet de récupérer de la santé en attaquant rapidement après avoir encaissé des dommages récompense ouvertement l'agressivité. Il n'y a plus de bouclier ni d'armure lourde et il est donc impossible de jouer le tank et d'encaisser les combos des ennemis avant de les punir. Les seules solutions sont l'esquive grâce à un petit pas de côté ou le contre avec l'arme à feu si on arrive à sortir un pruneau juste avant la fin de l'attaque ennemie. On peut aussi oublier la pyromancie et les miracles des Souls puisqu'ici, à part quelques pouvoirs qui ne seront viables que dans un build spécifique, il faudra aller tailler directement dans la bidoche pour progresser. Les armes, beaucoup plus rares que dans DS, sont néanmoins doubles puisque l'immense majorité d'entre elles disposent de 2 formes distinctes. Les combos possibles sont donc bien plus nombreux et renforcent l'orientation presque beat them all du titre. Et d'ailleurs je trouve vraiment ces armes incroyables. Que cela soit leur design visuel et sonore, leurs animations ou leur utilisation effective, chacune d'elles est reconnaissable et appréciable. De la Kenfouet à l'épée de Ludwig en passant par la lame sépulcrale, rares sont les jeux à m'avoir autant accroché par la simple manipulation de leurs armes. Et je dis rare par politesse parce qu'en vrai j'en vois pas d'autres. Doucement le fanboy. Il m'aura donc fallu quelques 28 heures pour venir à bout de ma première run de Bloodborne et pour constater qu'évidemment, je n'avais pas eu la vraie bonne fin avec le vrai boss final parce que c'est toujours plus rigolo comme ça. Mais après avoir regardé les crédits défiler, éteint ma console et repris mes esprits, 2 pensées me vinrent tout à coup. La première et la plus nette, c'est que je venais de vivre une expérience vidéoludique qui allait, quoi qu'il arrive, compter plus que beaucoup d'autres. Et la deuxième,
Bah j'ai pas tant galéré que ça. Alors oui, j'ai buté sur 4 ou 5 boss, mais ça a jamais dépassé la quinzaine d'essais. Et surtout, j'ai pas eu l'impression d'avoir du get good. Alors peut-être que nous n'avons pas tous la même compréhension du get good, littéralement devenir bon. Pour moi, c'est avant tout une affaire d'exécution, de cerveau et de main qui entrent des inputs précisément dans un périphérique donné. Pour prendre un exemple récent, le déjà fameux Cuphead me semble tout à fait rentrer dans cette catégorie-là. S'il faut déjà commencer par se familiariser avec les patterns des différents boss, ce sont bien vos réflexes qui vous sauveront dans les situations les plus délicates. Les projectiles n'arrivent pas toujours dans le même ordre, le placement idéal ne l'est plus forcément la fois d'après, et on ne peut donc pas se reposer sur du par cœur. Il n'y a que très peu de temps mort, et la moindre seconde d'inattention se paye bien souvent avec un de vos 3 petits points de vie. Pour allonger les exemples, je pourrais penser à Downwell ou Nuclear Throne, dans lesquels seul le skill pur pourra faire la différence dans les niveaux les plus avancés. Et si je ne nie pas qu'il y ait de quoi exprimer son skill de fifou dans Bloodborne, je ne pense pas que la progression se repose sur les mêmes dynamiques que dans ces quelques jeux. Je l'ai rapidement mentionné tout à l'heure, mais Bloodborne est un jeu fortement inspiré par l'œuvre de H.P. Lovecraft. Des puissances cosmiques terrifiantes, des mystérieux grands anciens, des rêves qui transcendent la réalité et même le fameux Cthulhu, toute l'imagerie développée par l'auteur américain y est reprise. Mais en me penchant sur les récits de Lovecraft, j'ai aussi constaté que bien souvent, la structure narrative tournait autour d'un héros qui, par son parcours, va accéder à un savoir interdit et du coup voir sa compréhension du monde complètement bouleversée. C'est par exemple très vrai dans Les Montagnes Hallucinées ou Le Cauchemar d'Innsmouth. Et je pense que la clé de voûte du game design de Bloodborne, c'est justement cette idée de savoir. Du système de combat jusqu'à l'exploration, tout est une question de savoir. Savoir déjà ce qu'on a à notre disposition. Ça peut paraître tout con comme ça, mais entre les consommables, les runes, les gemmes de sang, les armes, les vêtements et toutes les stats qui y sont liées, on peut vite être perdu. Il faut donc prendre un peu de temps pour se balader dans les menus et savoir à quoi sert quoi. Pareil pour nos possibilités d'action. Dans Bloodborne, tout ce qu'on fait au-delà de se déplacer consomme de l'endurance. Un coup léger, un coup fort, une esquive, lancer un objet, tout cela a un coût et il faut apprendre à le connaître pour éviter de se retrouver comme un gland devant une tatane en approche sans pouvoir bouger son boule. Et il faut aussi connaître justement ces tatanes. Du Pégus de base jusqu'au boss le plus vénère du game, tous les ennemis ont des patterns d'attaque consistants. Une fois qu'ils en démarrent un, ils vont jusqu'au bout, à moins que vous ne fassiez un contre. Et c'est pour ça que la première phase d'un combat doit toujours être une phase d'observation. Ce n'est qu'en prenant le temps d'analyser l'ennemi qu'on peut savoir quand sont les ouvertures pour placer un coup ou se soigner. From Software fait toujours un énorme travail sur l'animation, et toutes les attaques sont téléphonées de manière assez évidente. Et en s'amusant d'abord à essayer de les éviter sans les punir, on réalise vite que les fenêtres d'esquive sont assez larges, et qu'il y a quand même facilement de moyens de faire des dégâts tout en restant plutôt safe. Les combats dans Bloodborne, c'est vraiment comme de la danse. Il faut d'abord connaître les pas pour arriver à suivre le rythme. Enfin, l'exploration de Yharnam et de ses alentours ne se fera pas non plus sans que le joueur ne comprenne et ne sache comment le level design se construit. Sans l'aide d'une carte, c'est notre capacité à nous représenter mentalement l'espace qui nous permettra de nous repérer au milieu des ruelles humides et des monstres patibulaires. Petit à petit, on s'approprie chaque endroit, on se souvient où sont planqués les ennemis, et les raccourcis qu'on trouve parfois par hasard, parfois en cherchant, nous permettent d'articuler la topographie d'une zone. Tout s'imbrique dans notre esprit presque inconsciemment jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, on connaît le niveau comme notre poche. Et c'est à partir de tous ces savoirs, de notre palette de coups possibles, du comportement des ennemis, de leur placement dans l'environnement, qu'on peut arriver à s'adapter et prendre les bonnes décisions au bon moment, que cela soit en combat ou pendant l'exploration d'une zone. Comme les protagonistes imaginés par Lovecraft, celui ou celle qui se plonge dans Bloodborne doit donc constamment chercher à acquérir du savoir pour comprendre le monde et du coup surmonter le jeu. Et c'est pour ça que je crois pas qu'on devrait parler de Get Good, mais plutôt de Learn Shit. Parce qu'il faut pas devenir bon, il faut apprendre. Contrairement à Cuphead, il ne s'agit pas de dépasser ses limites dans la précision et la rapidité d'exécution, mais de digérer un maximum d'informations. Et une fois qu'on a ça en tête, même les fameuses morts si caractéristiques des Souls trouvent un sens dans l'expérience pensée par Hidetaka Miyazaki. Ah, enfin on parle des morts. Je vais pouvoir finir mon bingo Dark Souls. Quand on débute dans Bloodborne, la mort peut être assez frustrante. Non seulement elle nous ramène à notre point de départ, mais en plus elle nous dépossède de nos précieux échos de sang qu'on a eu tant de mal à accumuler. On peut donc avoir l'impression de faire du surplace, voire pire, de carrément reculer. Mais si on considère qu'il s'agit d'accumuler du savoir, comme je l'ai expliqué, alors on ne peut pas perdre sa progression, puisque tout ce que nous apprenons, le jeu ne peut pas nous l'enlever. Que ce soit un objet qu'on aperçoit ou une simple attaque ennemie qu'on ne connaissait pas, chaque tentative est une nouvelle source de connaissances. D'ailleurs, le jeu lui-même ne revient jamais en arrière, puisque le système de sauvegarde, contrairement à ce qui se fait généralement, ne cherche pas une sauvegarde précédente après une mort, il continue à écrire dessus. C'est notamment grâce à ça qu'on peut tenter de récupérer son paquet d'échos de sang en retournant sur le lieu de sa mort. Qui est même souvent placé un tout petit peu avant, parce que les mecs sont sympas.
Et si on ajoute à ça qu'il n'y a pas un nombre de vies limité et que les échos de sang se renouvellent finalement toujours avec les ennemis qui réapparaissent, alors la mort n'apparaît plus vraiment comme une sanction. Elle est simplement là pour nous dire que nous n'avons peut-être pas encore assez appris. Du coup, le fameux Prepare to Die, qui est devenu le slogan informel de toute la série depuis Dark Souls sur PC, apparaît comme complètement justifié, puisque mourir fait partie de l'apprentissage et donc du jeu dans son ensemble. Maintenant, cette philosophie-là, elle est pas forcément facile à intégrer, même pour un joueur ou une joueuse chevronnée. Ici, on n'est pas l'élu, ni un demi-dieu ou un marine surentraîné, mais juste un clampin qui doit se démerder au milieu d'un bourbier qui le dépasse. Du coup, le sentiment de supériorité que bien des jeux tentent de nous faire ressentir d'habitude, là, il faut s'asseoir un peu dessus. On n'arrive pas à Yharnam en conquérant, mais véritablement en élève. Il faut d'abord prendre des coups avant de savoir les esquiver. Il faut d'abord rater ses attaques pour savoir quand les placer. Il faut d'abord échouer pour savoir comment gagner. Et ça peut être déstabilisant, voire frustrant si on n'accepte pas de se retrouver dans cette posture. Et franchement, on a le droit de ne pas l'accepter. Quand il en vient concrètement à la question de la difficulté dans le jeu vidéo, on oublie bien souvent un paramètre qui me semble pourtant crucial. Un même jeu est joué par différentes personnes, et nous ne sommes pas tous prédisposés de la même manière à se confronter à un challenge donné. Je veux dire par là qu'on n'est pas tous égaux devant l'apprentissage par soi-même que Bloodborne valorise tant. Décrypter un pattern, le reconnaître et s'y adapter, nous en sommes tous capables, mais ça peut prendre plus ou moins de temps selon les personnes, et peut-être trop pour certaines. Mais ce qui est vrai pour Bloodborne l'est en fait pour tous les jeux qui demandent un tant soit peu d'implication. Peut-être que pour vous, un Souls c'est pépouze, mais un Cuphead ça ne passera jamais. Ou alors c'est un The Witness qui vous bloquera complètement par son côté épuré. Ou encore ce sera un Stellaris qui, à l'inverse, vous noiera sous sa masse d'informations pas toujours très digeste. Et je pourrais continuer avec des exemples dans tous les genres parce que je crois qu'aujourd'hui, la difficulté c'est avant tout une histoire de ressenti. On n'est plus à l'époque où les jeux pouvaient être difficiles parce qu'ils étaient designés à la truelle. On peut bien sûr encore trouver des petites erreurs de design, mais globalement, les développeurs ont assez d'outils et d'expérience pour façonner les jeux comme ils le souhaitent. Dans la limite de leurs contraintes financières et autres, on s'entend bien. Du coup, si on trouve un jeu trop dur, c'est peut-être tout simplement parce que ce qu'il essaie d'être et ce qu'il essaie de faire ne nous correspond pas. Et c'est rassurant parce que ça veut dire que le jeu vidéo est assez diversifié pour qu'il y ait des trucs qu'on trouve simples et d'autres qui nous sortent de notre zone de confort, qui n'est pas la même pour chacun et chacune d'entre nous. Et il ne nous reste donc plus qu'un petit argument à déconstruire avant de rusher la conclusion. D'accord, mais les meilleurs jeux sont les jeux universels. On peut tout à fait considérer l'universalité comme une qualité. Fédérer, rassembler un maximum de monde autour d'un seul projet, c'est une bien belle idée, et si c'est sur celle-ci que le jeu a essayé de se construire, c'est très bien. On peut d'ailleurs facilement reconnaître que le dernier Zelda a réussi ce tour de force, malgré tout le poids de son héritage. Par contre, en faire une valeur absolue, c'est considérer que des jeux plus personnels n'ont pas la légitimité d'exister. C'est nier l'intérêt de toute expérience un peu plus radicale qui, de fait, ne peut pas plaire à tout le monde. Et avec une telle posture, nul doute que certains des jeux les plus intéressants de ces dernières années n'auraient pas vu le jour et n'auraient pas pu toucher ces joueurs et ces joueuses comme ils l'ont fait. Et c'est clairement ce qui m'est arrivé avec Bloodborne. Allez, vas-y, lâche tout. Bloodborne a été pour moi presque une expérience Lovecraftienne. Je m'y suis plongé avec une certaine réticence, je l'ai parcouru et j'ai réellement le sentiment d'en être ressorti changé. Si j'avais toujours considéré la cohérence comme étant l'adage des grands jeux, jamais auparavant je n'avais pu réellement toucher du doigt ce que j'entendais par là. Ce n'est qu'avec le jeu de From Software que j'ai eu cette impression d'enfin entrevoir un système de jeu dans son ensemble et dont chaque rouage a été pensé et designé pour fonctionner avec les autres. Chaque mécanique, chaque objet, chaque ennemi, chaque niveau, tout m'apparaît comme étant une infime pièce indispensable à l'équilibre d'un gigantesque monument. Le tout bien sûr avec un soin apporté au détail qui fait que chaque retour à Yharnam est encore et toujours une occasion de découvrir des choses. C'est le jeu qui m'a donné envie de m'intéresser au game design et je pense lui devoir un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai failli passer à côté à cause de rumeurs et d'incompréhensions qui, on peut facilement le constater, sont encore aujourd'hui bien enfoncées dans l'imaginaire collectif. Et c'est pour ça qu'il me semble urgent de déconstruire le mythe du guide good qui entoure les Souls. D'abord parce que comme je l'expliquais, je ne le trouve que très relativement pertinent. Mais aussi parce qu'il donne du grain à moudre à deux types de discours qui me chagrinent un peu. Le premier qui voudrait que tous les jeux vidéo ne soient que fun et ne nous sortent jamais de notre zone de confort. Et le second qui, à l'opposé, voudrait que le jeu vidéo ne soit que du challenge et réservé à une caste de mal skillés. Dans les deux cas, c'est vouloir limiter ce que peut être le jeu vidéo. Et si on a un minimum d'intérêt sincère pour ce médium, ça me semble difficile à avaler. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'ici, c'est un épisode qui me tenait à cœur depuis maintenant un bon moment et j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura apporté un regard un peu différent sur ce jeu magnifique. Merci bien sûr à tous nos tipeurs qui nous permettent de donner vie à cette émission. Si vous voulez les rejoindre et nous donner un petit coup de pouce, ça se passe en description. A bientôt je l'espère, cœur sur vos manettes et vos échos de sang. Strafe left. Item. Strafe left. Backward. Strafe right. Backward. Strafe left. Forward. Strafe right. Forward.
Heavy. Strafe right. Backward. Strafe left. Backward.